la pandémie sur le Covid-19 nécessite de prendre ces dispositions. Pour le prochain conseil du 2 juillet, j'espère qu'on serait à votre place définitive et qu'on pourra ouvrir plus largement au public. C'était effectivement aussi contraint. Donc bienvenue à tout le monde. Avant de démarrer la séance du conseil municipal, je propose que Caroline Chevalier, qui est la nouvelle directrice des ressources humaines de la ville d'Ennebon, se présente. Caroline, si vous voulez bien venir. Voilà. Donc elle va vous expliquer ses fonctions en fait dans un moment extrêmement particulier. Et je vous laisse peut-être vous présenter. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'accueillir en ce début de séance de conseil municipal. J'ai pris mes fonctions le 4 juillet à la ville d'Ennebon, après une expérience en direction des ressources humaines depuis 2003 maintenant, ville de Morlaix et tout récemment ville d'Auray. Et j'ai fait le choix effectivement de rejoindre la ville d'Ennebon au regard de l'attractivité de la ville, des projets municipaux à mettre en œuvre et des nombreux projets aussi à réaliser avec l'ensemble des agents en place. Merci de m'accueillir et bonne séance. Voilà. Donc Caroline Chevalier a une place importante au sein de la direction, la coordination de la ville d'Ennebon. Première séance pour Peggy Claquin ici, bisutage. C'est elle qui est secrétaire de séance et c'est elle qui va faire l'appel. Voilà, Peggy. Donc Artero André. Présent. Dolé Michel. Présente. Guyot Yves. Présent. Soufoy Nadia. Présente. Loézic Stéphane. Présent. Corpart Claudine. Alors Claudine sera un petit peu en retard, elle a donné pouvoir à Michel Dolé. Falquero Thierry. Présent. Maë Valérie. Présent. Pandaven Julien. Présent. Cérès Marie-Françoise. Présent. Lelibou Pascal. Présent. Le Maréchal Laure. Toussaint Frédéric. Présent. Caclin Peggy, présente. Malardet Roselyne. Présent. Perronneau Philippe. Présent. Jourdain Martine. Présent. Kerzero Jacques. Présent. Lecorf Jean-François. Présent. Sirette Tiphaine. Présente. Henri Gwendal. Présent. Ledoussal Anne-Laure. Présente. Douai Yves. Présent. Julet Catherine. Présente. Trécan Joël. Présent. Le Cloirec Lisaine. Présente. Le Breton Fabrice. Présent. Henriot Aurélia. Présente. Le Boutec Pierre-Yves. Présent. Scotté Le Calvé Sylvie. Présente. Le Doussal Julien. Pour le moment, il n'est pas arrivé. Je ne sais pas s'il est pris dans les embouteillages ou pas. Mais donc, on pensait qu'il doit venir. Mais on n'a eu aucune information. Donc, ni coup de téléphone. Donc, quand il est arrivé, ça marche plus. Le Bail Michel. Présente. Le Bouler Christian. Présent. Bien, merci Peggy. Donc on a 24 points à l'ordre du jour. Avant tout des points techniques de répartition des représentations et l'élection dans différents organismes, sachant que nous avons un autre conseil municipal le 2 juillet qui lui abordera des questions plus de fond. On rajoute à cet ordre du jour une question orale posée par Michel Lebaille au titre de la liste indépendante qu'elle exposera en fin de réunion. Michel, c'est prévu comme ça, hein? Ok. Bien, c'est bon? Oui, Madame Scotté. On m'entend pas? Non, peut-être pas. Si, c'est bon. Si, c'est Allez-y. bon. Non, on voulait simplement remercier le fait que la séance soit filmée et retransmise en direct. Oui. On trouve que c'est important et puis c'est vu sur la toile. Alors, c'est un engagement qu'on a pris et qu'on va tenir dans des conditions précaires jusqu'au mois de septembre, octobre, voire novembre, puisqu'il faut prévoir l'investissement pour que le service communication, Kitty-Link qui est à la manœuvre, on puisse avoir un système peut-être plus performant. Et pour tout vous dire, ce qu'on recherche maintenant, c'est aussi des enregistrements qui permettent la traduction en procès-verbal. C'est-à-dire que les propos tenus en séance sont automatiquement retranscrits par écrit et on gagne un temps fou dans le compte-rendu du conseil municipal. Voilà, donc on est cette démarche-là à engager auprès d'entreprises. Mais
tant qu'on n'aura pas trouvé la solution au niveau des entreprises et puis les processus de mise en concurrence, on le fait en interne et je remercie, vous avez raison, je remercie aussi le service qui fait tout son possible. Très bien, donc on démarre l'ordre du jour. Donc l'approbation, alors on a 2 conseils municipaux des procès-verbaux justement à approuver. Celui du 27 février, je rappelle que les procès-verbaux sont étudiés en amont forcément de la venue au conseil municipal pour voir s'ils sont corrects par rapport à ce qui a pu se passer en séance. Donc sur le 27 février, c'est l'ancienne composition du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des observations? Ça avait été lu avec des groupes. Donc c'est... Oui, pardon. Oui, allez-y. Oui, donc moi je voudrais intervenir sur l'ordre du jour et notamment par rapport à ce point qui a été noté, demander à cette nouvelle assemblée qui a été installée là, le 28 mai d'approuver un compte rendu d'une séance d'une autre assemblée me semble pas approprié. Et donc moi par rapport à mon expérience personnelle et professionnelle, on a d'autres façons de faire et il suffit simplement d'un dispositif administratif. Donc nous, pour la liste indépendante, on ne prendra pas part au vote pour approuver ce PV. Je comprends très bien, mais si vous avez comme ça des suggestions à faire, ça serait bien de le faire en amont. Il y a aussi un directeur général des services qui est très à l'écoute. Donc si, quand vous avez reçu donc l'invitation au conseil municipal avec l'ordre du jour, vous auriez pu faire cette observation et on aurait sans doute modifié les choses. Mais vous savez aussi qu'il y a eu des événements non prévus. Voilà. Donc de toute façon, c'est simplement les gens présents le 27 février qui peuvent se prononcer. Donc sur les personnes présentes le 27 février, y a-t-il quelqu'un qui aurait des modifications à apporter? Non, donc c'est approuvé. Sur le 28 mai, nous étions tous présents par contre sur la séance d'installation du conseil municipal dans le gymnase de Kerriway. Est-ce qu'il y a des observations sur le compte rendu? Là, tout le monde peut y participer. Non, rien. Donc c'est approuvé. Michel Dolé, concernant les délégations du conseil municipal au maire pour la période du 27 février au 27 mai. Oui, donc il y a 2 séries de délégations ce soir, une sur la période du 27 février au 27 mai et une depuis le 28 mai. Donc sur la période du 27 février au 27 mai, je vous fais grâce de l'introduction. Sur les actes pris en vertu des délibérations, donc sur les marchés avenants de travaux et fournitures et services, il y a plusieurs marchés qui concernent les espaces, 2 marchés qui concernent les espaces verts, c'est pour les fournitures et livraison de végétaux, les vivaces et les bulbes. Pour l'un, le bénéficiaire est Kayarec et l'autre Verver Export. Pour les marchés de travaux de marquage de peinture routière, c'est Helios, les montants vous les avez. Sur la conclusion et révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans, c'est la location à titre gratuit du local à l'espace Beaufort qui a été mise à disposition dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19. C'était un local technique et de coordination pour un groupe d'infirmières libérales d'Ennevon et qui occupait ces locaux du 30 mars, au 30 juin. Sur l'acceptation des indemnités de sinistre. Il y a le micro de Madame Lebaille qui est ouvert. Alors, il faut fermer. Je ne sais pas si c'est ça. Non. Sur l'acceptation des indemnités de sinistre afférentes au contrat d'assurance, il y a le remboursement assurance dommage ouvrage sur le sinistre du groupe solaire du Talouette. Le remboursement assurance statutaire, ça concerne les remboursements d'assurance d'agents en arrêt. Sur les délivrances et reprises de concessions dans les cimetières, concernant donc les mois de février, mars, avril et mai, il y a eu 3 achats de concessions, 6 achats de cavurnes, 3 achats de cases, 21 renouvellements et 1 renouvellement de columbarium. Les alignations de gré à gré de biens mobiliers en février. Attends Michel, on a un petit souci, je pense que c'est les compatibilités entre un ordinateur ou un téléphone. Oh pardon. Voilà, excusez-moi, ça vient de moi.
Sur l'aliénation de gré à gré de biens immobiliers, il y a eu en février une tribune grue Volvo, une grue Volvo pour un montant de 4 200 €. La rémunération des frais honoraires d'avocats, notaires, huissiers de justice, experts, une facture du cabinet L'Expac sur un dossier, j'avais étendu 3 868 € et une facture du cabinet Valadou-Josselin, un dossier d'agent communal pour un montant de 1 326 €. Sur les droits de préemption, le nombre de DIA déposés entre le 7 février et le 15 mai 2020 était de 61, avec une décision de ne pas préempter pour 60. Pour la décision de préempter, il a été décidé de préempter un bien immobilier, 6 rue Henri Lefrappert. Il s'agit d'une habitation appartenant au consort Lefrappert. Sur la représentation de la commune en justice, sur la révision du PLU, approuvée le 30 janvier 2020, l'instance concernée, le tribunal administratif de Rennes, il y a une requête déposée par M. Cédric Ostiou le 16 mars qui demande l'annulation de la délibération du 30 janvier 2020 par laquelle la commune d'Aignemont a approuvé la révision du PLU. Et l'annulation de la délibération du 30 janvier portant classement des parcelles BN 473 et BN 476 en zone A et demande une condamnation de la commune d'Aignemont à verser 1 000 € à Cédric Ostiou. Il y a eu également une ligne de trésorerie d'un montant de 1 million €, la banque et la caisse d'épargne, avec un effet au 1er juin 2020, une durée d'1 an avec un taux fixe de 0,40% et 2 500 € de commission. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte de ces informations. Bien, est-ce qu'il y a besoin d'explications particulières pour M. Ostiou Oui, peut-être. Vas-y, Pierre, appuie dessus parce que ça enregistre effectivement. Ah oui. Oui. J'appuie sur quel bouton Ton parole. Parole. Ouais. Ah d'accord, très bien. Oui, juste pour à propos donc, du contentieux avec M. Ostiou, est-ce que vous auriez quelques éléments? Oui, les éléments. Peut-être Yves, tu les as. Enfin, c'est simplement le fait d'un classement de parcelles aujourd'hui. Ce ne sont pas du tout par rapport à d'autres contestations qui pourraient être présentées, ça ne concerne pas du tout des dispositions générales ou des orientations du PLU, ça correspond uniquement, on va dire, à un intérêt particulier. C'est uniquement ça. Donc c'est le classement d'une parcelle sur laquelle sont installées des serres, le maintien d'un zonage agricole. Voilà, on comprend que ça ne correspond pas forcément aux intérêts de tout le monde. Donc c'est un recours de cette nature. On ne va pas en dire plus ici. Voilà. Donc, oui, pardon. Vas-y, Aurélia, pareil, oui. Juste appuyer. Bonsoir à tous. Juste, en fait, on va intervenir au niveau de ce programme, et donc du coup des frais inhérents au problème d'une employée communale. Dans un premier temps, on a reçu dans le premier bordereau avec le nom d'une personne, Mme Guégan, me semble-t-il. On aurait juste voulu savoir au niveau de notre statut d'élu où en était ce problème. Et à savoir sur la gestion, je m'entends assez mal en fait, sur la gestion du coup de savoir où en est exactement ces instances qui ont un certain coût au niveau à la fois des frais de huissier et des frais d'avocat. Merci. Oui, ça ne se fera pas en conseil municipal, vous comprenez bien. Voilà. Non, mais s'il était possible aussi par-delà d'autres commissions qu'on puisse peut-être y évoquer. Il y a une commission qui s'appelle Ressources, on va voir tout à l'heure, qui reprend les ressources humaines et les ressources financières. Et justement, on fera une information sur l'accès à l'information concernant les dossiers du personnel et les contentieux. Voilà. Donc on dira, et tout on sera dans la transparence pour ce qu'il est possible d'appliquer en termes de transparence. Oui, enfin tout à fait. On est quand même tout à fait. On ne rentrera pas dans les dossiers médicaux ou d'autres dossiers. Non, bien entendu. Dans tout ce qui est du domaine secret médical, il n'y a aucun souci. On est par contre quand même en droit de savoir exactement, dans la gestion du personnel municipal, comment les choses peuvent se passer. Voilà, donc il y a des commissions pour ça, on va les faire. D'ailleurs, c'est un des premiers points de l'ordre du jour. Ça s'appelle la commission ressources. Et alors, ce qui est intéressant aussi, par rapport à votre question, c'est-à-dire que lorsque les dates sont connues de la commission ressources et que vous avez des questions particulières à poser, de les poser en amont de la commission. Parce que sinon, il faut attendre la commission suivante pour vraiment étayer, ça fait un mois de perdu. Donc si sur l'ordre du jour, je pense que c'est une méthode, on est en train de travailler sur la méthode pour cette gouvernance pour les 6 ans qui viennent, si à la lecture de l'ordre du jour de la commission à laquelle vous participez, ou quelqu'un de votre groupe participe, il y a des sujets qui nécessitent de votre part, ou qui ne sont pas pris en compte ou autres, c'est le lieu, et vous aurez déjà les réponses à ce niveau-là de ce qui est possible de donner, pas donner, à quel stade ça en est. Il y a des dossiers pour lesquels ça ne pose pas de problème, et d'autres pour qui c'est plus compliqué.
Dans le terme de ce qui s'est passé, c'est ça, dans le contentieux? Non, celui-là ou notre, je parle généralement. Je demande, je débute, hein, donc je pose des questions plus basiques de base, mais voilà, pour essayer de comprendre un peu plus les choses en amont. Savoir véritablement ce qui se passe au niveau de la gestion interne du personnel, mais je serai à la commission ressources, je crois que c'est mardi prochain la prochaine réunion, donc j'en saurai plus. Merci pour votre réponse. Voilà, merci. Bien, oui. Juste, donc c'est le point suivant, le point numéro 15, un droit de préemption. On voulait avoir, s'il vous plaît, des informations concernant l'extension du camping de Saint-Carlet, s'il vous plaît. Non, la question, alors, vous voyez, c'est normal que toutes ces questions soient posées parce qu'on n'a pas eu les commissions en amont. Oui. D'accord? Théoriquement, ce genre de choses, on peut les traiter. Alors, là, pour moi, il y a deux réponses. Enfin, la première, elle est liée au plus. Et le fait d'avoir... Alors, donc, on va y répondre. Et vous comprenez bien que c'est une maison qui est au bout de la rue Francis Lefrapper, hein, et qui a un emplacement stratégique. Alors, je ne sais pas, je sais que Frédéric Toussaint est très, très impliqué dans cette affaire. Yves, lui aussi. Yves, peut-être y répondre? Oui, quelques éléments. Le droit de préemption, c'est un droit que la commune n'exerce pas souvent. Enfin, ça dépend peut-être des communes, mais je crois que de mémoire ici, c'est la première fois depuis juillet 2014 que l'occasion se présente. Donc, on va dire qu'en moyenne, c'est une fois tous les 6 ans. On l'applique cette fois-ci donc dans le cadre du PLU tout fraîchement adopté en janvier, fin janvier donc, dernier. Et le hasard a voulu que l'un des emplacements réservés qui a été décidé dans le cadre de ce PLU, voté à l'unanimité, arrêté à l'unanimité, donc y compris tous ces emplacements réservés, le hasard a voulu que ce soit juste qu'une vente apparaisse. Donc quand un bien, qui peut être un terrain nu ou un terrain bâti, fait l'objet d'un emplacement réservé, ça veut dire que la commune s'engage, s'il est mis à la vente, donc s'il fait l'objet d'une déclaration de vente, ce qui dans les termes barbares s'appelle déclaration d'intention d'aliéner, qu'on appelle DIA. Donc en fait c'est une déclaration de vente pour savoir si la collectivité souhaite exercer, donc appliquer son droit de l'acheter en priorité. Et le hasard a voulu que ce soit donc très peu de temps après l'arrêt du PLU. Donc dans le cadre du PLU, l'un des 36 ou 37 emplacements réservés donc, concernait la maison, donc le Frapper dans le cadre du camping, sous la justification, parce qu'il faut une raison pour le précédent, il faut un objectif ou une raison pour laquelle on puisse inscrire un emplacement réservé sur un bien, et donc là c'était extension du camping. Donc c'est extension, alors on pourrait dire extension ou développement du camping. Donc la ville a fait le choix, il y a 4 ans ou 5 ans maintenant, de faire en sorte que le camping puisse fonctionner quasiment à l'année et non pas sur les 2 mois d'été. Donc à partir de ce moment-là, il devenait difficile que des maisons occupées à l'année restent, on va dire, enclavées dans ce camping. Donc c'est dans ce cadre-là. C'est extension au sens aussi extension de l'activité et de la durée d'exploitation ou d'ouverture du camping. Donc, ça sous-entend que l'objectif de cette acquisition par la ville est au final la destruction de la maison, c'est ça? De façon à être non, elle a une valeur en elle-même. C'est une question. Hein. Non, elle a une valeur en elle-même qui peut. Ça va rester à établir davantage. Oui, justement, ça c'est le travail qui est à faire maintenant. Au niveau voilà, on a globalement dans la stratégie d'aménagement du secteur, on considère cette maison au cœur d'une problématique de développement du tourisme et de l'accueil touristique. La maison est en état. Il est hors de question de dire demain on la détruit et on fait 3 emplacements de caravane. Enfin, vous comprenez bien, on n'est pas dans cet esprit-là. Par contre, il peut y avoir des usages complémentaires en termes d'hébergement collectif, d'hébergement spécialisé, d'hébergement pour des familles. On est en lien direct avec la CAF et avec d'autres organismes. Donc il y a certainement des idées à avoir, mais là, et ce qu'a dit Yves, c'est qu'il y avait c'est pas une opportunité, c'était où on saisissait cette occasion à ce moment-là. Il y a 1 an, on n'aurait pas pu le faire. Le plus nous permettre de le faire. C'est le premier exemple. Et donc maintenant, à nous d'imaginer la vie qui va avec. Hein. Mais on est bien sur le fait qu'on est quand même en bordure du Blavet, sur un site sensible, qui justifie le fait d'avoir zoné cela au niveau du plus. Maintenant, les usages, c'est à nous de voir ce qui peut être fait de façon intéressante. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Ok, donc à ce moment-là, c'est une information, il n'y a pas de vote. On va sur la période suivante, depuis le 28 mai jusqu'à ce jour. Voilà, Michel. depuis le 28 mai jusqu'à ce jour, sur les marchés avenant de travaux de fourniture et services, il y a différents marchés concernant le Centre international de formation de tennis de table. Donc sur des lots métallerie, cloison doublage faux plafond, menuiserie intérieure, plomberie, électricité, courant fort, courant faible, chauffage, ventilation et le marché pour l'assurance dommage-ouvrage également. Sur l'acceptation des indemnités de sinistre afférentes au contrat d'assurance, il y a un remboursement d'assurance statutaire pour un montant de 8 075,05 € et il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte de ces informations. Voilà. Y a-t-il des observations? Oui, Pierre-Yves Le Boudec. Oui, alors je vais peut-être aussi je vais peut-être poser des questions qu'il aurait peut-être fallu poser en commission, mais voilà, donc nous on n'y était pas. Alors juste la première chose, c'est par rapport au centre de tennis de table. Donc actuellement, il y avait des travaux sur la renaturation du ruisseau de Carlois. Je voulais savoir où est-ce que ça en était. Voilà, ça c'est la première question. Oui, enfin, c'est périphérique au sujet des marchés, mais on peut y répondre. Oui, tout à fait. Après, Oui, oui. Ben, peut-être là-dessus, Thierry? Oui, donc la renaturation avait commencé. Je pense que vous êtes au courant qu'on avait eu une dépollution qui avait été entreprise par l'entrepreneur suite à des sondages qui avaient été effectués en amont. Et lorsque la renaturation a été faite, on est tombé sur un point sensible. Donc l'entrepreneur, enfin le promoteur est en train de tout mettre en œuvre. Là, le chantier, on a été bien sûr arrêté de suite, ce qui paraît logique, de mettre en œuvre avec un cabinet d'expertise pour regarder les volumes, les trier, et le marché devrait reprendre légèrement au début de semaine prochaine. Voilà. L'objectif est bien la renaturation. Hein, ce ruisseau du Toutoir était canalisé, passait dans des bus, sans aucune vie. Donc, voilà. Le but, on aurait pu dévier le ruisseau et le rendre, ne pas rendre sa nature originelle, on va dire, de 1800, mais le promoteur comme nous, on s'est dit qu'il était mieux de le rendre de la sorte et que même si on tombe sur une petite partie à nouveau qui est passée à travers les sondages, c'est bien de continuer dans ce sens, de dépolluer la partie qui est faible, le promoteur a pris en charge. Et les travaux recommencent. Il n'y a pas de souci à ce côté-là. Ensuite, oui. Alors, et donc, je suis désolé, je découvre. La dépollution est à la charge de la ville? Non, non, mais je pose juste des questions. Nous avons acheté on a acheté un terrain qui est dépollué, donc le promoteur prend en charge les différents coûts qui sont liés à ce problème. Très bien. Oui. Donc c'est pas plus loin que ça, parce qu'on a acheté un terrain qui va être nivelé à la charge du promoteur. Donc on n'y est pas. Oui, ensuite. C'est par rapport au montant des travaux. Donc là aussi, il y a quelques marchés donc, qui ont été conclus. Il y en a quelques-uns, hein. Je crois qu'il y en a donc, à peu près, donc on va dire 6 et plus, avec la compagnie d'assurance, ça fait 7. Par rapport au devis initial qui était donc prévu, on constate un petit peu une augmentation. Est-ce que vous pouvez... Non. Moi, j'ai les devis initiaux de janvier 2019. Alors, je ne sais pas. Voilà. Non, mais bien sûr. Donc, mais en tous les cas, je voulais savoir. S'il y a une information à passer, oui. Je pense que, bon, tu peux le dire, on est vraiment dans les clous. Alors, avantage, inconvénient, c'est que les marchés ont été passés avant la crise. D'accord. Donc on espère que toutes les entreprises seront toujours en bonne santé. Ça, c'est pas évident. Et les marchés qui ont été passés, on est dans l'enveloppe initialement prévue. Vas-y. Avec le réajustement de prix qui est à peu près de 3,5%, ce qui correspond à l'augmentation annuelle à peu près des différents marchés. Par rapport à... Donc, et ça, tout à l'heure on va le voir aussi, vous serez présent à la commission des marchés publics et vous serez présent dans la commission ville qui traite
les dossiers et vit aussi les deux. Ces dossiers tennis de table est transversal parce qu'on construit un bâtiment, mais c'est pas construire pour construire un bâtiment, c'est parce qu'on y met de la vie. Donc ces dossiers-là seront régulièrement, ces dossiers structurants, hein, seront comme le dossier de l'hôpital, comme d'autres dossiers, comme le dossier du site du Capéro ou d'autres dossiers très très importants. Les commissions seront saisies régulièrement de ces dossiers-là. Voilà. Donc on est plutôt confiant sur l'aspect financier pour l'instant. Juste alors, oui. Par rapport au dernier, c'est-à-dire en fait, par rapport à Groupama, hein, donc il y a un marché d'assurance évidemment pour ce chantier. Je suppose que toutes les règles éthiques ont été respectées, parce que bon, évidemment, j'imagine, je vous pose la question. Enfin. Non, alors là on va être clair. Non, je pose juste la question. Non, mais attendez. Oui, non, mais bien sûr. Là, on est mal parti, Pierre-Yves, pour 6 ans. Si, parce que, alors on va dire les choses, on a un adjoint en finance qui est à Groupama, était salarié de Groupama. Donc on est sur un comportement. Ah non, mais je veux juste des renseignements, c'est tout. Ah ouais, oui, mais c'est facile. Ouais, je dis ça, mais j'ai rien dit. Ben oui, mais je vous pose la question. Ben non, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Voilà. Donc, je sais pas, oui. Parce que là, vous remettez quand même en cause le statut de l'UE et des services. Non, je pose juste la question. Qui sont quand même garants du droit des marchés publics. Bon, on n'y était pas, donc je pose juste cette question. Bon, maintenant, mais je sais bien, écoutez, vous dites qu'effectivement, bon, voilà, c'est important de le dire, ces choses-là. Vous voyez, pour nous, ça paraît normal. Oui, ben non, écoutez, c'est bien de temps en temps d'avoir. Ah ben oui, mais c'est ça. Là, je pense que c'est pas important parce que c'est naturel. Eh bien, il n'y a rien de pire, monsieur Falquero, que l'implicite, le non-dit. Donc là, on le dit clairement, évidemment, mais c'est important de le dire, vous le dites, c'est tout à votre honneur en plus. Enfin, voilà. Bon. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de sous-entendre. Oui. Après, surtout comme vous voulez. Mais en tous les cas, c'est important. Ce que je souhaite quand même, c'est que pour la suite du mandat, on sache qu'il y a des relations de confiance, qu'on applique les choses dans les règles et dans le droit, que l'on n'en ait jamais dévié. Je pense que ça fait depuis 2008, cette question-là n'a jamais été posée nulle part. Nous n'aurions même pas osé poser cette question-là, je te dis franchement, Pierre-Yves, quand nous étions dans la minorité pendant 6 ans, parce que jamais nous n'aurions osé douter de ce genre de choses. Et je suis tout à fait désolée, je regrette que ça prenne un petit peu cette tournure-là, parce que ça, effectivement, ça laisse sous-entendre des choses. Enfin, c'est un peu idiot, parce que Groupama est présent partout, c'est un groupe, c'est un grand groupe, et il n'y a pas de raison qu'on ne le retrouve pas au même titre que la Banque Postale, où moi j'ai un compte, par exemple, on ne sait jamais, hein, ou ailleurs, voilà. Non, mais si, si, la façon de tourner les choses est à peu près la même. On le vit. On va terminer là-dessus. Voilà, on termine là-dessus, mais on le vit très mal, et moi je le vis très mal par rapport à une personne qui est dans cette salle, qui s'appelle Rosine Malardet, qui a consacré toute sa vie au service de l'État, à la répression des fraudes, et qui siège dans cette commission avec un professionnalisme. Et elle a eu une action aussi extrêmement importante d'accompagnement de nos services et mutuellement. Et je pense que ce type de propos insidieux questionne. C'est absolument pas insidieux. Je suis nouvel élu, je pose des questions. Je commence, et donc voilà, j'entends bien. C'est pas la peine d'avoir des postures comme celle-là. Je pose des questions. Donc ben, voilà, vous me répondez, mais c'est très bien. Okay. Voilà. Mais je sous-entends absolument rien. Voilà. Juste un petit complément. Il faut savoir aussi que même l'élu en charge, moi ça m'est arrivé aussi professionnellement d'être aussi dans ce type de choses, et l'élu en charge ne vient pas à la commission, se fait remplacer. Voilà, pour être transparent. Ben voilà, ben écoute, tu vois, c'est important de le dire, ces choses-là. C'est tout. Voilà. Très bien. C'est dit, on continue, c'était une information, donc comme vous voyez, sur un sujet qui théoriquement n'est que de l'information. C'est vrai que les commissions ne fonctionnent pas, et que quand la commission fonctionnera, je pense qu'on ne sera pas arrivé à ce type d'allusion. Non, il n'y a pas d'allusion, il y a juste de l'information. Voilà. Je demande des informations. Alors, création des commissions permanentes. Voilà, donc on parlait des commissions, c'est le lieu de travail,
Hein, vous savez bien que le conseil municipal est un lieu effectivement où l'expression politique se met en scène, mais le travail réel, il est fait dans les commissions, dans les groupes, voire des sous-groupes et dans un certain nombre d'organismes qu'on va désigner des représentants tout à l'heure. Donc nous avons poursuivi la même organisation, la même structuration que dans le mandat précédent, mais d'ailleurs en simplifiant les choses, on a 3 commissions qui vont de 16 à 18 personnes sur 3 thématiques qu'on a appelées la ville, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'organisation globale du territoire, les déplacements, l'urbanisme, enfin toutes ces questions-là. La vie qui est liée effectivement à la pratique des habitants au quotidien, au niveau scolaire, culturel, sportif, social, l'ensemble de ces choses-là. Et puis la commission ressources, qui, c'est les moyens pour y parvenir à aménager la ville et faire vivre la ville. Donc ressources humaines, ressources financières, ressources informatiques, liées aussi à la fiscalité, développement du commerce, de l'économie, voilà, c'est la commission ressources. Donc, nous avons consulté, les trois groupes se sont consultés, le groupe majoritaire et les 2 groupes minoritaires, et il y a une répartition qui est proposée, avec, entre autres, dans la commission de ville, 16 personnes, et pour lequel il y aurait 3 élus de la liste N Bon pour tous et 2 élus. Par contre, dans les 3 commissions, il y a les 2 élus de la liste indépendante. Hein, ça semblait tout à fait logique. Et la liste N Bon pour tous s'est répartie sur les 3 commissions. Est-ce qu'il y a des modifications à apporter, sachant que ça a été vu et on a reçu des éléments d'information, donc on valide? Aucune modification. Aucune modification. Michel Lebaille, on marche comme ça, hein, voilà. Alors, peut-être pour information, c'est aussi une séance de démarrage, ces commissions se réunissent 1 fois par mois, un minimum. Donc, en amont du conseil municipal, 10 jours à peu près, avant, ou 15 jours avant le conseil municipal. Ce qui, en fait, le conseil municipal étant généralement le dernier jeudi du mois, à 18h30, donc dans la semaine qui est au milieu du mois, il y a les 3 commissions qui se réunissent 3 jours consécutifs. Voilà. Donc, et si nécessaire, les commissions se réunissent sur un sujet particulier. C'est arrivé aussi que les 3 commissions, les membres des 3 commissions soient sollicités sur un sujet transversal. Alors, je n'ai plus en tête ce qu'on a pu voir. Si, par exemple, sur le centre de traitement des sédiments marins pour la Bécrie, où ça a été complètement ouvert à l'ensemble des élus qui souhaitaient participer, ou d'autres sujets plus généraux. Sur toujours désignation, concernant les instances extérieures, pour l'Office des sports, il y a 4 représentants, donc Philippe Perronneau, Martine Jourdain, Nadia Souffoy et Christian Le Boulaire. Pour un bon patrimoine, Frédéric Toussaint, Tiffaine Siret, Anne-Laure Le Doussal, Peggy Caclin, Pierre-Yves Le Boudec, et il nous manquait un nom pour le groupe pour la liste indépendante. Michel, il manquait un nom pour celle-là, pour un bon patrimoine. Christian Le Boulaire. Okay. Pour le comité de jumelage, Claudine Corpard, Lisanne Le Cloirec, Nadia Souffoy, Sylvie Scotté, et puis, à nouveau, pour votre groupe, comité de jumelage, Michel Lebaille. Pour le reste, on a les noms partout. L'Union des villes d'art et d'histoire, donc Frédéric Toussaint, Anne-Laure Le Doussal en titulaire et Tiffaine Siret, Claudine Corpard en suppléant. Cap Autonomie Santé, Michel Dolé, Catherine Julet. Et les conseils de vie sociale également ont été répartis. Et, entre autres, l'EHPAD Eudo de Carlivio, l'EHPAD de la Colline, les actes Alter Ego, le foyer Pratizel et l'établissement des Lavandières, où nous avons des représentants dans les conseils de vie sociale. Vous y voyez effectivement des gens qui sont forcément plus dans la commission vie, pour ramener les problématiques liées à l'insertion de ces personnes dans la cité, à l'inclusion de ces personnes dans la cité. Sur le référent sécurité routière, Jacques Kerzero et Stéphane Loézic en suppléant.
Pour la copropriété, on a, je crois, une ou deux copropriétés, deux copropriétés sur la ville. Un exemple, nous sommes propriétaires des murs du local de l'Office du tourisme. Donc, à ce titre-là, on participe à l'Assemblée des copropriétaires. Le deuxième, je ne l'ai plus en tête. Oui, la médecine. La médecine scolaire qui est logée en face de la salle de Galenouen, en rez-de-chaussée. Donc, pour participer à ces réunions de copropriétaires, c'est Stéphane Loisic ou Thierry Falquero. Sur les organismes extérieurs, la commission d'évaluation de transfert des charges de Lorient Agglomération, c'est lorsque Lorient Agglomération prend une nouvelle compétence, élargit ses compétences ou en supprime, cette commission est réunie et c'est généralement les adjoints au maire des 25 villes de l'agglomération qui participent à l'évaluation des coûts et des charges. Donc Stéphane Loisic et Pascal Lelibou. Au-dès-lors, Pascal Lelibou, qui se trouve être aussi conseiller communautaire, et qui suivra en particulier les questions d'économie. Voilà, donc là, il s'agit de désignation. On s'était entendu à peu près sur ces répartitions. Est-ce qu'il y a des observations? On a eu les compléments d'information pour la liste indépendante. Donc, on valide. Alors là, il s'agit pour certaines délibérations maintenant d'élections. Donc, on avait plusieurs possibilités. À chaque fois, je vous pose la question, voulez-vous que l'on traite la représentation à l'établissement culturelle Trios à bulletin secret? Est-ce qu'il y a une seule personne qui souhaiterait que l'on vote à bulletin secret? Bon, il n'y en a pas. Dans ce cas, on propose la répartition suivante. Délégué titulaire, Claudine Corpart, Frédéric Toussaint et Pierre-Yves Le Boudet. Et en délégué suppléant, Lisanne Le Cloirec, Martine Jourdain et puis Michel ou Christian Le Bouler. Oui, pardon, mettez votre micro pour que... Je pensais, monsieur Le Breton, que vous preniez le trio, mais titulaire et suppléant, en fait. Non, sauf erreur de ma part, c'était le poste de titulaire pour nous et un poste de suppléant pour vous. D'accord, donc vous mettez Christian Le Bouler. On partage, nous, on est partagés. Ouais. Donc, Christian Le Bouler. Ouais. Très bien. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, on est d'accord sur cette répartition. Je rappelle, hein, pour nos auditeurs, comme on dit, Trio, c'est à la fois l'enseignement artistique et à la fois la programmation culturelle. Donc Claudine Corpart, c'est elle d'ailleurs qui présentera au conseil municipal les délibérations nécessaires pour le bon fonctionnement de l'EPCC du Trio. Syndicat mixte du Haras, on désigne des représentants. Donc, dans le bordereau, on ne met pas sans procéder au vote à bulletin secret, parce que visiblement, donc on n'a que deux sièges, on n'a qu'un siège de titulaire. Je rappelle que la représentation de la ville d'Embon au Haras est liée au pourcentage que nous avons dans la participation financière du fonctionnement. Donc c'est avant tout Lorient Agglomération et le Conseil régional de Bretagne qui ont des membres titulaires et suppléants donc, sur le Haras, plus de départements. Et en ce qui nous concerne, nous avons un siège de titulaire que nous proposons, donc Claudine Corpart, qui est en charge du cheval dans la ville, et Frédéric Toussaint, comme délégué suppléant, qui est en charge du patrimoine. Donc pour ces deux raisons-là, nous souhaitons que ce soit ces deux personnes qui nous représentent et qui nous rendent compte. Je rappelle aussi, pour votre information, que les séances du syndicat mixte du Haras, des conseils d'administration des assemblées du syndicat mixte sont publiques. Donc si c'était le cas au moment de la fermeture de la SHM, où on a eu du public, où les questions ont été abordées, voilà. Sachez que c'est public. Des observations? Non. Merci, c'est adopté. On va sur les syndicats représentants Morbihan Énergie. Nous proposons deux titulaires, Thierry Falquero et Julien Pondavel. C'est avant tout lié à nos travaux d'enfouissement de réseau, de partenariat. Voilà. Je ne sais pas le nombre de réunions qu'il y a, mais c'est 2-3 réunions par an de ces organismes-là. Est-ce qu'il y a des observations? Non. Ok.
sur la société publique locale qu'on appelle SPL Bois Énergie Renouvelable, qui a été créée à l'échelon de l'agglomération pour favoriser donc, les énergies renouvelables, en particulier le bois et la réalisation de chaufferies. Donc on propose d'y mettre comme représentant de la commune pour siéger à l'Assemblée générale Thierry Falquero et 2 représentants pour siéger au comité de suivi d'engagement, toujours Thierry Falquero et Julien Pondaven. Ça aussi, c'est très important, le dossier Citergie, dont on reparlera certainement dans les jours à venir. Voilà, sachez aussi que Thierry Falquero avait été sollicité par l'ensemble des communes qui détiennent une action. Tout étonnant, une action. Les actionnaires principaux, c'est Lorient Agglomération, la ville de Lorient, l'Anester, le Michelic aussi, je crois. La ville de Lorient, parce qu'ils sont... Voilà. Des observations? Non, on adopte cela. On arrive sur les établissements scolaires. Alors là, effectivement, il y a beaucoup de présence à assumer dans les établissements scolaires pour siéger dans les conseils d'école. Alors, au niveau des écoles publiques, maternelles et élémentaires, vous avez la répartition. On est parti du principe suivant, c'est que le maire, sauf cas particulier, ne participe pas au conseil d'école, que son représentant permanent est Gwendal Henry, pour s'assurer d'être présent, parce que vous voyez bien le calendrier, et vous avez déjà là, au mois de juin, un problème, c'est que le même jour, à la même heure, vous avez 3 conseils d'école le même jour à la même heure. Ensuite, enfin, ce qui nous revient de la part, on comprend bien, des élus, des parents élus ou des enseignants, c'est de dire, mais vous n'êtes pas présent. Oui, encore faudrait-il, mais c'est difficile aussi, d'imposer un calendrier. Donc, nous avons donc un représentant permanent qui est Gwendal Henry, et à côté de cela, des titulaires, 2 titulaires et 2 suppléants. Dans les titulaires, il y a forcément un élu minoritaire. Donc, soit, par exemple, au Talouette, c'est Pierre-Yves Le Boudec, à Longrois, c'est Célis Côté, Aurélien Henriot à Paul-Éluard et Élémentaire, Christian Le Boulaire à Jean Massé, également à Pierre et Marie Curie, et Fabrice Le Breton à Maternelle du Centre. Pour les suppléants, systématiquement, en numéro 1, c'est donc Valérie Mahé, qui est adjointe dans le parcours de l'enfant et du jeune, et qui peut permettre aussi, comme cela, d'avoir une vision globale. On rajoute dans les noms que vous avez, voilà. Ça a été vu conjointement. La même chose concernant les collèges, Pierre et Marie Curie et Paul Langevin, sur le même principe. Un élu titulaire du groupe majoritaire, également et un suppléant, et la même chose pour les groupes minoritaires, en alternance. Sur les lycées, Victor Hugo, Émile Zola, lycée horticole du Talouette, on est sur les mêmes principes. Pour les écoles privées, élémentaires, maternelles, collèges, où nous n'avons pas les mêmes prérogatives, on est bien d'accord, mais où il est nécessaire quand même d'avoir une idée relativement précise de l'utilisation aussi de la participation financière de la ville telle qu'elle nous est imposée dans les écoles, et aussi les mesures de sécurité, et surtout, puisqu'on a le lien avec, je pense à Jacques Kerzero, le lien avec les commissions de sécurité, Christian Le Boulaire est bien au courant de ces questions-là. Il est important que la ville soit informée en amont si des problèmes se posent, ou si le problème s'est posé, savoir comment il a été résolu. Donc là, c'est pareil, pour avoir une vision globale et un contact régulier, c'est Gwendal Henry qui a accepté d'être référent pour... Alors, l'exemple type, on l'a eu pendant le Covid, sur les dispositifs, les besoins matériels pour sécuriser, par exemple, les accès des écoles ou protéger les jeux dans les cours des écoles privées, avec des besoins parfois de barriérage. Donc, l'interlocuteur, c'est Gwendal Henry. Voilà, pour tout ce qui est du domaine scolaire. Pas de problème toujours, donc on poursuit sur les désignations. Alors, le CCAS, le Centre communal d'action sociale, je rappelle, qui a
plusieurs services dédiés importants, comme l'EHPAD, Sterglass, mais aussi le service à domicile, le portage de repas et de l'action sociale volontaire et directe, l'accompagnement des familles et autres, et la coordination aussi avec les associations caritatives. Donc il faut que nous fixions dans une première délibération le nombre d'élus pour siéger, et puis c'est ce nombre d'élus pour siéger du conseil municipal qui va déterminer en parité le nombre de personnes que l'on va solliciter en dehors du conseil municipal. En particulier, il y a le lien aussi avec les associations représentatives de l'action sociale sur le département. Je pense à des organismes de syndicaux de retraités, l'UDAF et autres, Michel, oui, l'UDAF ou d'autres. Donc la proposition est de nommer 16 membres au conseil d'administration. C'était la même chose sur le mandat précédent, et de désigner 8 élus. Il y a sur cette délibération qui est contre, voilà, personne, donc on adopte cette délibération. Donc maintenant, il s'agit d'élire les représentants les 8 représentants du conseil municipal au sein du CCAS. Ce que nous proposons de faire en accord avec donc Monsieur Le Breton et Madame Le Bail, c'est de dire, si on joue une élection comme cela à bulletin secret, on va arriver peut-être dans des difficultés de représentation, et on perd beaucoup de temps ce soir. Donc ce qui est proposé, compte tenu aussi du fait que si un des membres du conseil municipal, un représentant, doit quitter le conseil municipal ou ne souhaite plus siéger, il faudrait repartir sur un jeu d'élection. Donc ce que l'on propose, c'est que trois listes soient présentées. Une liste de 8 personnes pour la liste Henbon Initiative Citoyenne. Michel Dolé, Nadia Sofoy, Marie-Françoise Cérès, Martine Jourdain, Anne-Laure Ledoussal, Catherine Julet, Jacques Kerzero et Joël Trécan. Que la liste Henbon pour tous présente les 5 membres la composant. Donc Sylvie Scotté, Le Calvé, Aurélia Henriot, Pierre-Yves Le Boutec, Julien Ledoussal, Fabrice Le Breton. Et que la liste indépendante présente aussi ces 2 membres. Si nous votons là à main levée, sauf problème de dernière minute, nous devrions avoir pour la liste Henbon Initiative Citoyenne 26 voix. Nous devrions avoir pour la liste Henbon pour tous 5 voix et la liste indépendante 2 voix. Le nombre de sièges attribués au résultat direct serait 6 sièges pour HIC, 1 siège pour la liste Henbon pour tous et aucun siège pour la liste indépendante. Par contre, il faut introduire le plus fort reste. Ce qui fait que nous vous proposons la répartition suivante. Les 6 élus HIC, Michel Dolé, Nadia Souffoy, Marie-Françoise Cérès, Martine Jourdain, Anne-Laure Ledoussal, Catherine Julet. Sylvie Scotté pour la liste Henbon pour tous et Michel Le Bail pour la liste indépendante. Voilà la composition que l'on propose pour que tous les groupes soient représentés au sein du CCAS. Est-ce que j'étais clair dans mon explication? Voilà, c'est à la fois pour gagner du temps et puis peut-être ne pas mettre automatiquement un suffrage qui n'a pas trop de sens dans la situation. Ça veut dire, par exemple, que si Michel Le Bail, je vais dire, ou inverse, hein, ou Sylvie Scotté, pour une raison X ou Y, quittait, je parle sous couvert des DGS qui sont dans la salle, si, par exemple, Sylvie Scotté, pour X raison, souhaite ne plus siéger au CCAS, elle serait automatiquement remplacée par Aurélia Henriot. C'est ça le principe. Et de même pour la liste HIC. Si vous êtes d'accord, je dis qui est contre, qui s'abstient. Donc on adopte cette représentation au sein du CCS. Michel, peut-être tu peux préciser prochaine date du conseil d'administration. Oui, vous allez recevoir les convocations. Le conseil d'administration siégera le 3 juillet, 18h15. Voilà. Donc là aussi, c'est à peu près une réunion tous les 6 semaines, à peu près. Oui, oui à peu près tous les 2 mois, je dirais. Tous les 2 mois, avec des timings peut-être un peu plus serrés en période budgétaire, dans l'hiver. Oui.
Et donc ça n'empêche pas par ailleurs un travail en lien avec le service ou des thématiques spécifiques, que ce soit lié à l'EHPAD, service à domicile ou d'autres thématiques. Bien, on poursuit. Je ne sais pas où on est dans l'ordre du jour. On est arrivé au point 14. Le comité consultatif des usagers de la restauration municipale, on doit désigner des membres. Là, ce comité a un gros travail cette année parce qu'on arrive, je pense, à la période de renouvellement du contrat. Donc il y a des choix à faire, peut-être court terme, moyen terme, long terme. Enfin voilà, il y a une vraie stratégie à développer, un vrai débat à avoir. Donc il y a ce comité consultatif et puis il y a aussi la commission vie qui va également travailler là-dessus. Sont proposés comme titulaires du comité consultatif des usagers Valérie Mahé, de par son poste d'adjointe, Julien Ronalden, de par son poste d'adjoint sur la transition, Gwendal Henry, de par son poste lié aux écoles et l'interface par rapport aux écoles, et Christian Bouler pour le groupe liste indépendante. En suppléant, Roselyne Malardet, qui est, comme on l'a dit, spécialiste aussi des mises en concurrence, Marie-Françoise Serres, qui en a hérité pendant les 6 dernières années, et Lisanne Lecloiret, qui s'intéresse également à ce sujet, ainsi que Aurélia Henrion. Généralement, dans ce type de comité consultatif, titulaires et suppléants sont conviés à travailler ensemble. Vous comprenez bien que s'il y a une réunion tous les 3 mois ou 6 mois, et qu'on a raté une réunion, une fois par an, ça n'a pas trop de sens. Donc, c'est un principe, mais ça, c'est les présidents de commission et c'est aussi vos suggestions sur la façon de faire. Mais on est dans ce type de commission, à mon avis, on a intérêt à réunir titulaires et suppléants. Des observations, des avis? Non. Donc, on avait vu ça. Pour le comité consultatif des usagers du domaine public, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a le marché, en particulier. Hein. Jacques, je parle sous ton couvert. Jacques Kerzero, mais tu n'as pas de micro, le contraire. Mais aussi tout ce qui peut être manifestation, fête de la musique, 14 juillet, les fêtes d'Ennebon, les forains, tout ce qui est aménagement du domaine public, en lien avec les usagers. Donc il est proposé qu'il y ait Jacques Kerzero, qui suit ce domaine-là, c'est son rôle de conseiller délégué, Thierry Falquero, ne serait-ce que par ses missions sur les travaux, l'aménagement, Joël Trécan a souhaité également sa connaissance du commerce, Yves Doué également, à ce titre-là, et donc Fabrice de Breton et une personne de votre groupe, Michel et Christian, oui, Christian Le Bouler, qui en plus aura un œil avisé sur la sécurité publique. Pas d'observation? Non. Comité consultatif portuaire. Donc là, c'est un comité beaucoup plus restreint. Nous souhaitons poursuivre avec les 2 personnes qui ont travaillé sur les 6 années dernières, Roselyne Malardet et Jean-François Lecoff. Dans le conseil portuaire, il y a des associations importantes, utilisatrices, hein, des différents organismes. Voilà, donc la ville serait représentée par Roselyne Malardet et Jean-François Lecoff. Il y a une réunion qui est prévue bientôt de Jean-François et Roselyne, de présentation des études liées au port. Vous avez en tête la date? Voilà. Au-Delors, la Célor, et puis parallèlement, la Caisse des dépôts et la Banque des territoires ont fait une analyse sur le potentiel du port de Glenbon. On va y aller par... voilà, c'est lundi 29 à 18h dans la salle du Conseil. Elle est adressée au Conseil portuaire et aux acteurs du port, aux professionnels du port en particulier. Dès que ces études... alors, c'est toujours pareil, on est encore en confinement. Lundi 29, je pense que ça sera un peu réglé. Cette salle sera sans doute libérée du nombre de participants. Mais de toute façon, les documents et le compte rendu de cette réunion sera diffusé à l'ensemble des membres du conseil municipal. Sur le conseil portuaire, pas d'observation. J'essaie d'expliquer à chaque fois à quoi ça correspond. Hein. Voilà. Certains sont en train de se dire, je ne serai pas à la maison tous les soirs.
Sur la commission consultative des services publics locaux. Alors, cette commission est importante. C'est sur elle, entre autres, qui travaille sur... On a toujours gardé délégation de services publics, mais c'est plus le terme exact. Si. Pour ça, pour cette commission. Voilà. Donc, c'est... Bon, vous voyez, donc, sur des sujets qui ont été vus sur des angles différents lors du dernier mandat, comme le camping, en gestion directe, en régie ou pas, ou la délégation aussi concernant la petite enfance, c'est dans cet organisme-là qu'on travaille sur la forme juridique, sur la nature du contrat, sur la mise en concurrence et sur surtout la définition du besoin. Parce qu'on sait que c'est souvent là que ça pêche, c'est qu'on n'a pas suffisamment bien défini notre besoin et qu'on est rentré dans une démarche voilà, plus technique. Hein. Donc sont proposés Stéphane Loézic, qui préside cette commission, avec Jean-François Le Corf, Pascal Olibou, Lisanne Le Coirec, Tiffaine Siret, Pierre-Yves Le Boudec, Aurélia Henriot, et puis, pour vous, Christian Le Boulet. Mais ça peut être encore rediscuté au sein de la commission éventuellement, mais le souhait que l'on avait, c'était d'impliquer 3 représentants d'associations locales qui étaient, je dirais, un peu polyvalentes et omnisports, le foyer laïque d'Hennebont, la gare du Vœu d'Hennebont, donc en l'occurrence c'était M. Pichon, ne pas confondre avec le tennis de table, hein, et puis l'Office municipal des sports siégeait également par rapport à ça. Donc, OK pour cette commission où tout le monde est représenté. Et voilà. Alors là c'est pareil, il peut y avoir plein de réunions dans un temps très court parce qu'il y a un problème à arbitrer, comme il peut ne pas avoir de réunion pendant 6 mois, 8 mois, 1 an. Hein, de toute façon, si, chaque année, il y a un bilan qui est fait, minimum c'est une réunion par an pour le bilan des délégations en cours, hein, et qui sont ensuite présentées au conseil municipal. Concernant la commission d'appel d'offres, c'est une élection. Et c'est important, et je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé tout à l'heure, mais on voit bien qu'il faut de la transparence et savoir les décisions, comment elles sont prises, et à quel moment elles sont prises. Donc il est important que chaque groupe politique soit représenté dans la commission d'appel d'offres pour éviter toute ambiguïté. Sont proposés Roselyne Malardé, de par sa compétence, Thierry Falquero, de par son domaine d'activité, Yves Guyot également, Aurélia Henriot et Christian Le Boulet. Donc cette commission d'appel d'offres, entre autres, des questions que l'on se pose aussi, c'est quel est le montant des travaux qu'on affiche pour réunir ou pas la commission. Notre commission à Hennebont, je ne vais pas vous citer les chiffres de mémoire parce que je ne les sais pas, mais nous sommes extrêmement précautionneux sur les montants. Nous réunissons la commission d'appel d'offres pour des montants bien inférieurs à ce que le pouvoir réglementaire nous donne. Pardon ? 12 500 euros. À partir d'un achat de 12 500 euros. Et on pourrait aller jusqu'à 40 000. Et les 12 500 euros ne se situent pas uniquement sur une année. C'est-à-dire que si le besoin est redondant sur 2-3 ans, on arrive vite à 12 500 euros. Sur 3 ans, par exemple. Voilà. Donc, en suppléant Julien Pondaven, Jean-François Le Corf, Michel Dolé, Fabrice Le Breton et Michel Lebal. Voilà, on y va pour la commission d'appel d'offres. Prochaine date, est-ce qu'il y en aura avant le 14 juillet? Non, il n'y a pas de nécessité. Ok, donc ça sera à la rentrée de septembre. On valide? C'est validé. Sur la commission de délégation de services publics. Là, on propose toujours un peu les mêmes schémas. Titulaire, Roselyne Malardé, Anne-Laure Le Doussal, Marie-Françoise Cérès, Pierre-Yves Le Boudec, Christian Le Bouler. En suppléant, Laure Le Maréchal, Martine Jourdain, Pascal Le Libou, Sylvie Scottet Le Calvé, Michel Lebal. Voilà. Donc, pas de problème. On est aussi dans la représentation de l'ensemble des groupes. C'est une désignation ensuite du correspondant défense, Jacques, de par ton métier ancien, ta connaissance du domaine, et puis Nadia,
vu qu'elle n'a pas fait son service militaire. Non, je plaisante. Mais aussi sa connaissance du domaine de la défense. Bien, pas de point particulier. Ce correspondant défense, dans l'émission, il faudra peut-être, je ne sais pas si c'est suffisamment explicité là, mais on pourra les rappeler. Je serai en mal de vous le donner. Dynamisme des cœurs de ville. Alors je vais laisser Yves. Il y a deux, trois sujets qui restent. Hein. On est arrivé au point 21 sur 24. Dynamisme centre-ville et bourgs ruraux, où là, vraiment, les choses avancent. Ça avance, mais c'est un sujet qui est un petit peu moins, enfin qui est moins habituel en début de mandature, enfin qui n'a pas de rapport avec le fait d'être en début de mandature, comme tout ce qu'on fait jusqu'à présent, là, depuis une demi-heure. Donc je vais prendre le temps de présenter un petit peu de quoi il s'agit, pour les nouveaux élus, mais aussi pour ceux qui ont déjà de la présence. En novembre 2018, la région Bretagne a lancé un appel à candidature pour soutenir des travaux ou des études pour revitaliser les bourgs et les centres-villes. Elle a été accompagnée pour cela de l'EPF, c'est-à-dire l'établissement public, je vais décliner tous les sigles, l'établissement public foncier de Bretagne, qui est un organisme lié à la région, qui porte le foncier en général, qui à Hennebont est chargé de porter l'opération de l'hôpital, donc qui en fait est actuellement propriétaire de l'hôpital. La région était aussi accompagnée de la Banque des Territoires, c'est-à-dire une filiale de la Caisse des dépôts, c'est-à-dire en fait un organisme d'État. Donc il y avait à la fois l'État et la région. Pendant le premier semestre 2019, il y a un an environ, enfin le dossier était clos il y a un an, la réponse est tombée peu après. Donc la ville a concouru avec un dossier qui a été préparé à l'aide des services de Aurélien Aglo. Donc un dossier qui a été bien préparé d'ailleurs, puisque la ville a bénéficié d'une subvention de l'ordre de 50 000 euros. Non, c'est pas de l'ordre, c'est exactement 50 000 euros d'ailleurs. 40 000 de la part de la région et 10 000 de la part de l'EPF. Il y a, à l'automne dernier, je ne sais plus si c'est en septembre ou en octobre, ce sujet a été présenté une première fois justement pour un financement de l'étude. Et nous avions été interrogés sur la pertinence de cette démarche en fin de mandat. Bon, c'est une question qui se comprend, qui est tout à fait naturelle en fin de mandat, vu les circonstances. Mais bon, il est important quand même de préciser que s'il avait fallu attendre le résultat des élections et le prochain appel à candidature de la région, qui peut-être pourrait se faire à l'automne prochain, et bien à ce moment-là, on pourrait être en situation de débuter la réflexion au mieux au printemps 2022. Donc dans le meilleur des cas, on aurait pris 18 mois de retard. Et suite à la décision qu'on a prise donc, il y a un an et demi, et bien maintenant on est à pied d'œuvre, avec une équipe qui s'appelle Particule, donc que l'on a reçue en audition parmi d'autres équipes qu'on a trouvées particulièrement épatantes. C'est une équipe qui était déjà venue depuis la région parisienne plusieurs fois visiter la ville, donc pendant l'été 2019 pour faire son dossier de candidature. Et l'ensemble de l'équipe a montré un enthousiasme à venir qui était assez remarquable. Non pas que les autres n'étaient pas enthousiastes, mais vraiment il y avait quelque chose qui émanait dans leur envie de travailler à Hennebont. Pour faire un état de la situation, dont cette équipe nous a déjà parlé, mais dont d'autres aussi nous ont parlé, par exemple dans le cadre de la VAP, ou même de d'autres études plus anciennes qu'on a trouvées en arrivant ici, le centre-ville fonctionne sur un schéma urbain qui est issu de la reconstruction. Il y a avec des qualités, avec des défauts, mais en tout cas, très peu de choses ont changé sur ce schéma depuis des dizaines d'années. Donc il devient nécessaire de remettre à plat les fonctions de la ville, les attentes, les besoins. Il y a eu des études séparées, distinctes, dans les années passées, dans le mandat d'avant encore, mais justement, elles ne suffisent pas dans la mesure où ce sont des études qui étaient séparées. Donc il s'agit cette fois d'étudier simultanément l'ensemble des enjeux concernant la culture, la santé, le patrimoine, le tourisme, le commerce, les déplacements, l'espace public, le paysage, la transition écologique ou énergétique. En résumé, la question c'est quoi vivre, travailler, passer, visiter, rester, s'installer dans le centre-ville d'Hennebont, et à l'avenir, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est pourquoi la participation de tous les acteurs sera au cœur de l'étude, dans une démarche de co-construction, par des ateliers publics, des réunions publiques, des permanences, des contacts ciblés, des entretiens individuels. Un panel citoyen sera constitué
pour avoir une représentation stable sur les 18 mois. Donc l'objectif, c'est de réunir des acteurs du centre-ville ou de la ville avec, en espérant de leur part un engagement à suivre ce travail du début à la fin. C'est pas toujours facile d'avoir une continuité. On a eu une brève rencontre en février dernier. C'était juste l'occasion de donner les documents concernant la ville, donc les documents qu'on avait en notre possession. Donc certains qui sont strictement, qui ont été travaillés dans le cadre strict de la commune, comme le PLU, je vais préciser, plan local d'urbanisme, l'AVAP, l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine, des documents qui sont plus liés au pays ou à l'agglomération, donc le schéma de transport urbain, le SCOT, c'est-à-dire le schéma de cohérence territoriale, qui est le document d'urbanisme au niveau du Pays de Lorient. Des documents aussi liés à la politique de la ville, comme une étude qui avait été faite par l'AREP il y a quelques années. On leur a donné aussi des documents plus anciens, comme des études que nous, on avait trouvées en arrivant en 2014, qui était une étude de circulation, une étude sur le commerce, des documents de qualité, mais justement, c'était des documents séparés, qui étaient uniquement ciblés dans un sens. Et du fait qu'on ait pu les voir en février, le bureau d'études a travaillé pendant la période dite de confinement. Et au final, eh bien, ça permet d'avoir assez peu de retard par rapport à la date qui était pressentie pour la réunion de lancement. Donc la réunion de lancement, à laquelle certains d'entre nous participeront mardi prochain, elle était envisagée au mois de février, elle était envisagée fin avril, début mai. Donc on est vraiment sur un retard qui est quand même bien réduit par rapport à d'autres choses qui ont pris des retards beaucoup plus importants et qui vont bien au-delà des 2 mois du confinement lui-même. Voilà, donc pas trop de retard. Pour mener à bien cette étude, donc sur 18 mois, il est nécessaire de créer un groupe de pilotage qui va être composé d'élus, du bureau d'études lui-même, de techniciens de la ville ou par exemple de l'agglomération, des représentants d'institutions, et puis dans ce comité de pilotage aussi le panel citoyen, ou un représentant du panel citoyen. Donc pour nous ce soir on ne décide que du groupe d'élus. Ces élus ne seront pas les seuls qui vont participer à l'étude, mais à leur niveau, ils vont encadrer le travail afin de veiller au bon déroulement des 18 mois, d'atteindre les objectifs, d'orienter le bureau d'études vers les bons interlocuteurs, enfin toutes les tâches du comité de pilotage se trouvent sur le tableau annexe. Par contre, tous les autres élus, à un moment ou à un autre, dans des ateliers, dans des entretiens individuels, dont certains pourraient être programmés lors du premier atelier qui aura au mois de juillet, tous les autres élus auront la possibilité d'apporter leur contribution dans les domaines qui les intéressent particulièrement, donc à cette étude. Donc, le comité de pilotage n'est pas la réduction des élus qui seront concernés par l'étude sur le centre-ville. Donc, les élus qui figurent déjà dans le tableau sont M. Artereau, maire, moi-même, Mme Soufoy, M. Falquero, M. Corpa, Mme Corpa, excusez-moi que je dis, M. Toussaint, M. Douai, Mme Henriot, et puis il manque M. Le Boulaire. Et donc, voilà, ça c'est pour le comité de pilotage lui-même, mais les autres élus seront impliqués en fonction de leur centre d'intérêt, et puis de leurs fonctions propres aussi, bien sûr, mais même de leur centre d'intérêt. Voilà. Donc, considérant l'objectif de la commune de dynamiser le centre-ville, considérant que ces orientations nécessitent la réalisation d'une étude spécifique, considérant que ces études fourniront des éléments d'aide à la décision sur les aspects techniques, urbains, financiers, juridiques et de programmation du projet, considérant la conclusion du protocole cadre avec les partenaires que sont l'État, la région Bretagne, l'EPF, la Banque des Territoires, Lorient Agglomération, ainsi que des conventions propres avec chacun d'entre eux, il est proposé au conseil municipal d'approuver la création du groupe de pilotage chargé du suivi de l'étude dynamisme des bourgs et des villes de Bretagne, conformément à la proposition jointe en annexe. Il y a juste un élément que je n'ai pas donné, qui ne figurait pas dans le bordereau, je crois, de toute façon, c'est le coût de l'étude. Le coût total de l'étude est de 125 000 € à quelques centaines d'euros près. Je n'ai pas le chiffre exact. 125 000 €, donc aidé à hauteur de 50 000 €. Donc en gros, 40%.
Bien, c'est un travail de longue haleine, étalé sur 2 ans. Donc les élus qui vont siéger à ce comité de pilotage, ce qui est important, c'est la constance, la présence. Il y aura bien les étapes qui vont être marquées. Ce que je propose aussi dans la réunion de mardi, c'est de solliciter le cabinet Particules qui a obtenu ce marché pour qu'on parte avec un document zéro, je dirais, un document de synthèse relativement simple, parce que à chaque fois, et qu'il soit numérique et qu'on puisse garder et puis voir les étapes avec des rapports d'étapes. D'ailleurs, je pense que, et ce sera nécessaire, et ça c'est de plus en plus, c'est qu'il y ait des synthèses intermédiaires. Parce que vous imaginez toutes les études qui ont été citées par Yves, le volume que ça a, à quoi ça correspond. Voilà. On y ajoute aussi la problématique du logement, y compris du logement insalubre, vieillissant. Voilà. Donc, je pense à Marie-Françoise Serres et tout cela. Comment résoudre le problème, et on le sait. On va peut-être appuyer sur des furoncles, mais il y a du logement insalubre à Hennebont, en cœur de ville. Et on le sait. Et quand tu parles, Yves, de la reconstruction, il y a des logements qui n'ont pas été réhabilités depuis cette époque-là. Donc toute cette question-là, je pense que ça intéresse tout le monde, de même que l'avenir du commerce, et voilà, tout ce qu'on a dit. Donc c'est vrai qu'on peut s'y perdre. Donc moi je souhaiterais que dans la méthode que vous allez qu'on va approcher mardi prochain, qu'il puisse y avoir un document de référence qui marque les étapes pour que les élus comprennent bien comment les choses évoluent, puisqu'on va travailler 18 mois, mais avec tu rajoutes la période de confinement, on va arriver certainement sur 2 ans. Bien, et c'est bien de cette étude-là on déclinera sur le projet de l'hôpital, du site de l'ancien hôpital, entre autres, mais pas uniquement. Alors, je peux préciser, oui. donc mardi sera présenté un premier document qui en une 50aine de pages, c'est beaucoup, mais dans le même temps c'est très réduit par rapport à la masse de documents qui ont été compilés. Donc une 50aine de pages donc, de synthèse de toutes ces études disponibles. Et il y aura 2 sujets, moi je ne présente pas parce que le cabinet d'études présentera lui-même en début de demi-journée. Et il y aura 2 sujets donc, de réflexion déjà sur l'organisation, non pas sur le fond, mais sur l'organisation et le déroulement d'études. Un premier atelier est programmé, alors atelier 0 parce qu'il n'est pas ouvert directement à la population, donc un atelier au mois de juillet 9 et 10, il me semble, juillet, sur 2 jours. Et un atelier numéro 1, ça veut dire qu'il commencera à engager la population. Il y aura des premières concertations avec la population qui devraient être aux environs de la mi-septembre. Donc on prend un petit retard, mais en fait très très peu, puisque l'atelier de juillet, il aurait eu lieu un mois avant. Il aurait eu lieu mi-juin, début juin. Donc on réduit à peu près quand même le retard. Des questions particulières à la fois sur l'objectif que l'on poursuit, je pense que c'est suffisamment clair, et sur la composition. Donc on a rajouté le nom de M. Le Boulaire, et comme l'a dit Yves, sur certains sujets, je pense par exemple au sujet de la santé qui sera abordé. On voit bien qu'on va avoir d'autres, je pense que la présence de Michel Dolé, qui n'est pas dans le comité de pilotage, sa présence sera importante comme celle d'autres personnes. On part là-dessus. Donc, il s'agit d'une désignation d'approuver la composition. D'abord, le principe de ce groupe de pilotage et sa composition. Pas d'objection. Merci. On passe au sujet suivant. Michel Dolé, indemnité de fonction des élus, fixation de l'enveloppe indemnitaire et fixation des indemnités. Alors, les fonctions d'élu local sont exercées à titre gratuit. Néanmoins, une indemnisation destinée à couvrir les frais liés à l'exercice du mandat est prévue par le Code général des collectivités territoriales dans la limite d'une enveloppe financière définie selon la taille de la commune. Il est possible d'allouer des indemnités de fonction, toujours dans la limite de l'enveloppe, aux maires, aux adjoints délégués, aux conseillers délégués et aux conseillers référents. Au titre des cumuls de mandats, un élu ne peut percevoir plus d'une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire. Au-delà, ces indemnités sont écrêtées. Il est précisé également que les indemnités seront versées à compter de la date d'installation du conseil municipal du 28 mai 2020. Je vous fais grâce de tous les attendus. Et donc, je souhaite plutôt que de partir sur les indices, de reprendre un peu et de voir sur quoi sont basées les indemnités des élus.
Donc le mode de calcul sur la base de l'indemnité maximale du maire, plus les indemnités maximales des 8 adjoints. Un cadre bien défini qui détermine la somme pour la ville d'Hennebont, soit environ 14 000 €, un peu plus, 14 074 €. Et la répartition, plutôt que d'aller sur les pourcentages d'indice brut terminal de la fonction publique, c'est de vous les énumérer. Donc sur la fonction du maire, le pourcentage est de 58,79, ce qui représente une indemnité totale brute de 2 286 €. Première adjointe, le pourcentage 28,22%, ce qui représente une indemnité brute de 1 097 €. Pour les 7 adjoints, un pourcentage 22,28%, une indemnité brute de 866 € par adjoint. Pour les conseillers délégués au nombre de 6, le pourcentage 11,79, un montant de 458 €. Et les conseillers avec mission, 11 conseillers, le pourcentage 4,42%, l'indemnité brute 171 €. Donc, il est donc proposé au conseil municipal de décider qu'à compter du 28 mai, le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux est dans la limite de l'enveloppe définie selon les modalités. Les taux, je vous les ai à peu près fixés au taux suivant, de décider d'appliquer la majoration d'indemnités prévues pour les communes qui, au cours de l'un ou au moins des 3 exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, d'appliquer la majoration d'indemnités prévue à hauteur de 15% pour les communes sièges du bureau centralisateur de canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton, et de fixer comme suit la répartition des indemnités mensuelles de fonction à compter du 28 mai 2020. Je vous en ai déjà fait part. De préciser également que les indemnités de fonction fixées en référence à l'indice brut terminal de la fonction publique sont versées mensuellement, et de dire que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de la commune. Bien, des interventions. Donc, politesse, ou comme vous voulez, Michel Lebaille et Fabrice Le Breton. Et donc moi je me permets d'intervenir sur ce bordereau. Donc là, avant de voter sur le bordereau, nous avons parlé de la répartition dans toutes les commissions. Donc je souhaiterais dire par là que l'ensemble des conseillers municipaux sont répartis dans les commissions et autres organismes, et qu'à ce titre, nous sommes, nous, dans la minorité des conseillers municipaux comme ceux de la majorité. Et je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas prétendre à l'indemnité. Ce n'est pas sur le montant, mais c'est sur le principe. Donc je trouve que c'est du sectarisme, et je ne comprends pas votre positionnement. Quand on va être en représentation, on ne sera pas avec un badge écrit élu de la majorité ou élu de la minorité. Donc on est des conseillers municipaux. Les Hennebontais ont voté pour établir et constituer un conseil municipal. Et à ce titre, on est comme vous, de la majorité des élus. Et on va aussi siéger, comme vous tous, dans les commissions pour travailler et apporter notre concours. Et donc nous, la liste indépendante, nous allons nous positionner et voter contre. Bien, Fabrice Le Breton. Le groupe que je représente va abonder dans le sens de celui de Madame Lebaille. Donc nous aussi, on votera contre. Donc, Monsieur le maire a donc fait le choix de ne pas allouer d'indemnité aux élus des 2 groupes d'opposition. Nous en prenons acte. Mardi 9 juin, lors d'une réunion de préparation de ce CM, il a justifié cette décision par les propos suivants. Je le cite. « Je n'envisage pas de proposer d'indemnité aux élus minoritaires compte tenu de ce qu'ils ont dit lors du conseil municipal du 28 mai. » Qu'avons-nous dit qui explique ce choix? Simplement que durant ce mandat, nous serons une opposition constructive, une opposition force de proposition, mais aussi des élus vigilants, critiques, qui n'hésiteront pas à faire entendre, si besoin, leurs différences avec leur majorité. Le maire refuse donc des indemnités à des élus uniquement parce qu'ils sont dans l'opposition. Qu'en pensez? Tout d'abord que cela témoigne d'un manque de considération et d'un réel mépris pour les élus que nous sommes. Que c'est aussi une nouvelle preuve d'une incapacité à accepter la contradiction, d'une propension à ne pas supporter les critiques et les objections,
Enfin, cette décision dénote une conception très particulière de la démocratie, une conception qui n'est pas la nôtre. Mesdames et messieurs de la majorité, est-ce donc cela que vous appelez, dans l'un de vos documents de la campagne électorale, une approche pluraliste, respectueuse et ouverte de notre société? Et puis, qu'avons-nous donc de si différent avec les 11 conseillers référents? D'ailleurs, c'est quoi un élu référent? Une référence? Est-ce un élu considéré comme plus compétent, plus travailleur, plus qualifié, plus méritant qu'un élu de l'opposition? La question est posée. Nul doute, mesdames et messieurs, que vous ne manquerez pas de nous répondre et de nous faire part de votre conception de la démocratie locale. D'autres propos tenus par le maire le même jour, toujours en direction des oppositions, méritent, nous le pensons également, des réactions de votre part. On ne va pas vous payer pour nous détruire, a-t-il asséné. Qu'en pensez-vous, mesdames et messieurs de la majorité? Est-ce que vous cautionnez ces excès de langage ou au contraire, est-ce que vous réprouvez ces propos brutaux? Pensez-vous vraiment, comme l'a dit M. Artero, que notre but est de vous détruire? Pour reprendre ce verbe belliqueux, sur toutes ces questions, nous sommes tout à fait enclins à échanger avec vous dans un esprit constructif et dans un plein respect mutuel. Merci. Bien, c'est formidable, parce que des apartés dans un bureau, surtout au conseil municipal, c'est très bien. Parce que moi, ce que je reproche, c'est la défiance permanente que vous avez eue pendant les 6 années précédentes, et le jour même de l'élection, et le jour même de l'implantation du nouveau conseil municipal. Je vous cite, « Nous éviterons de valider l'écologie de surface, le social en trompe-l'œil, la solidarité individualisée, les évacs présomptueux et inefficaces, une salle de tennis de table onéreuse et élitiste, et encore bien d'autres choses. » Donc, franchement, les élus référents, ce sont des élus qui ont des lettres de mission. C'était le cas dans le mandat de 2008 à 2014. Je pense à Stéphane de Méchec, je pense à d'autres personnes qui avaient des missions bien précises. Et nous, élus minoritaires, nous n'en avions pas, parce qu'on n'était pas dans une logique de mission, d'accompagnement des politiques menées. On est en désaccord politique, mais fondamentalement en désaccord politique, dans la manière de faire les choses. Et quand vous dites ça, vous le certifiez. C'est que pourquoi aujourd'hui on ne souhaite pas, et je ne souhaite pas, et je pense que bon, je pense qu'il y aura une autre expression tout à l'heure, mais qui n'est pas du même ordre de Pascal Bigou. Moi, je ne souhaite pas répartir sur l'ensemble des élus, alors même que l'on sait qu'une partie de ces élus, vous en l'occurrence, votre objectif, c'est d'aller à l'encontre totalement des orientations politiques que l'on mène. Quand on dit écologie de surface et quand on voit les réalisations qu'on a eues pendant 6 ans, c'est inacceptable pour nous, on le vit très mal. Comment dire, et ce social en trompe-l'œil, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, cette posture constante que vous avez, à chaque conseil municipal, vous faites le show là-dessus, c'est inadmissible. Et donc, je ne vois pas pourquoi on serait dans un domaine de collaboratif avec vous et de confiance mutuelle. Je ne vois pas quel dossier vous confiez. C'est ça la question. Pour les autres élus, ils ont des dossiers. Et on va vous diffuser d'ailleurs, dans les jours où ce n'est pas fait, l'organigramme des élus. Chaque adjoint peut s'appuyer sur des élus référents qui vont travailler sur tel ou tel domaine. Donc, moi, ça me paraît essentiel, et c'est du temps, et pour une bonne part de ces élus, c'est aussi des difficultés financières, parce que, à côté de ça, la disponibilité, je ne vais pas parler de Tiffany qui, pour l'instant, elle allait, donc voilà, mais il faudrait bien qu'elle fasse garder son bébé. Je ne parle pas des gens comme Jacques Herzero qui est tout le temps avec son véhicule personnel à faire toutes les visites des établissements recevant du public ou autre. Donc, objectivement, la fonction d'élu prend du temps, prend de la vie de famille et nécessite un aménagement parfois des horaires de travail et une perte de salaire, en tout cas une perte d'activité. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que la répartition, vous la voyez, on la porte sur un maximum d'élus, parce que les postes de conseiller délégué ou des postes de conseiller référent nécessitent d'avoir une liberté plus grande dans son travail et des rémunérations. Donc voilà. Mais ces élus-là, j'ai confiance en eux. Et leur mission est claire. Donc, voilà. pas confiance en vous, c'est bien. Non, j'ai pas confiance en vous. Non, non. Je pense qu'on a été suffisamment échaudé pendant 6 ans. Quand on dit, je reprends, parce que votre thème, ce qui est bien, mais par contre, je n'ai pas confiance, mais en tout cas, vous êtes très clair.
Vous avez 3, 4 dossiers, vous rabâchez. Alors, peut-être parce que vous avez beaucoup d'enseignants dans votre équipe, c'est de dire la pédagogie. Et, voilà. Non, mais c'est ça, la pédagogie, c'est l'art de... Voilà. Donc, le tennis de table, c'est dispendieux. Non, le tennis de table, c'est dispendieux. Hein, c'est onéreux, c'est élitiste. Le tennis de table, aujourd'hui, je pense que les entreprises se réjouissent d'avoir des marchés, de pouvoir repartir dans la construction. Le tennis de table, c'est une économie sur le long terme pour la ville. C'est une promotion quasiment gratuite. Je prends celui-là, mais ça peut être le même pour d'autres sujets. Hein. Et sur l'écologie, effectivement, et vous savez très bien, au conseil municipal, les banderoles qu'il y avait ici, on n'est pas des moutons, on n'est pas des chèvres. Lorsqu'il a fallu mettre en place des copâturages, vous étiez à nos côtés, penses-tu? Jamais on a eu une aide. Donc, et pareil, et le cheval territorial, comment vous l'avez traité? Et la position que vous avez eue sur le haras et la SHN? Bon, ben voilà. Donc, je pense que la confiance, elle n'y est pas. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et c'est tout, et vous verrez bien, hein, dans les collectivités, Michel Lebaille le sait très bien, qu'il y a des collectivités qui répartissent les indemnités sur l'ensemble des élus, d'autres qui ne le font pas. Je pense dire que les petites communes n'ont pas les moyens de le faire. Voilà. Et voilà, c'est tout, c'est comme ça. Il n'y a pas débat. C'est une position, c'est pas une position personnelle. Hein, il n'y a pas débat. C'est une décision que j'assume et que notre groupe assume. Et collégial, hein, collégial. Oui. Je me permets de répondre, monsieur le maire, sur un certain nombre de choses que vous venez de dire. Concernant les propos que vous avez tenus donc le 9, je pense qu'il est important que quand même les élus, quels qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, soient au courant de ce genre de propos que vous avez tenus. Quand vous dites on ne va pas vous payer pour nous détruire, c'est quand même, ça va très loin. Ça va très très loin. Donc c'est bien que tout le monde puisse entendre ce que vous avez dit, même si c'était en petit comité restreint. Dans un autre point, une défiance permanente depuis 6 ans. Nous repartons sur un nouveau mandat avec une nouvelle équipe. Sauf erreur de ma part, le groupe de Madame Lebaille n'était pas élu lors du précédent mandat. Et parmi nous 5, nous n'étions que 2 à être élus. Donc vous ne pouvez pas parler de défiance permanente à l'égard des membres de l'opposition. Donc nous sommes 7. Donc c'est des propos qui n'ont pas lieu d'être. Quant aux propos que nous avons pu tenir, écologie de surface, EVAC, tennis de table, nous les assumons totalement. L'écologie de surface, on pourra avoir un débat si vous voulez sur les voies à l'écrit, ce serait bien. Sur la politique cyclable dont on a déjà parlé au sein de ce conseil municipal, de votre choix de confier la restauration scolaire à un groupe qui se trouve près de Rennes qui s'appelle Convivio, voilà par exemple. Les EVAC, on peut en parler aussi. Est-ce que c'est vraiment une réussite? Le tennis de table, oui, on assume totalement. Oui, pour nous, c'est un choix onéreux et c'est un choix élitiste. Voilà. Et quant aux fonctions d'élus, il n'y a pas que les élus de la majorité qui donnent du temps pour leur commune, il y a aussi les élus de l'opposition, qu'ils soient de l'opposition du groupe de Mme Lebaille ou bien le nôtre. Voilà. Dont acte. Vous confirmez exactement les positions divergentes que nous avons. Dont acte. Pascal Olibou avait une intervention. Pascal, vous avez une intervention? Oui, moi simplement, je vais m'abstenir sur ce bordereau. Comme dit de bonnes règles au sein de notre groupe, je vais expliquer pourquoi. C'est pas du tout pour les mêmes raisons, évidemment, que celles qui ont été exprimées auparavant. C'est pour une raison très simple. C'est que lorsqu'on additionne, en fait, donc c'est pas du tout une remise en cause non plus de la nouvelle organisation du Conseil, bien au contraire. Simplement, quand on totalise l'ensemble des indemnités des élus, eh bien, on constate un très léger dépassement par rapport à la somme qui était allouée au préalable. Alors c'est faible, c'est de l'ordre de 350 € par mois, sur les 14 000 évoqués par Michel tout à l'heure. Mais j'ai trouvé que, compte tenu de la situation dans laquelle on se trouve, compte tenu des efforts qui vont être demandés aux uns et aux autres dans les mois à venir et des difficultés économiques que tout le monde pressent, je trouvais pertinent que l'on reste dans la même enveloppe financière qu'avant. Donc c'est pour cette raison, et uniquement pour celle-là, que je m'abstiendrai sur ce bordereau. Voilà. Bien, vous voyez, notre groupe, on a une liberté de parole. L'explication, on la connaît, hein, l'augmentation des 350. Il faut savoir que chaque élu percevra moins que dans le mandat précédent,
puisque nous avons un élu de plus, un adjoint au maire de plus et un conseiller délégué de plus. Donc on a une répartition, en ce qui me concerne, voilà, on a des chiffres, hein, c'est 132 € en moins, Michel 112, et un conseiller municipal, c'est 19 € en moins. Donc individuellement, nous aurons des indemnités inférieures. Et puis aussi, il faut voir les sommes en brut, les sommes en net. Et en ce qui me concerne, par exemple, je fais le choix d'avoir une caisse de retraite parce que j'ai arrêté mon activité professionnelle par anticipation, sans avoir mes annuités. Donc je continue à cotiser, j'ai un revenu net mensuel de maire de 1 400 €. Pour être tout à fait transparent. Voilà. Donc on va mettre au vote, et le vote il est connu. Oui, Michel, le bail. Je vais juste ajouter quand même, monsieur le maire, que lors de la réunion du 9, c'était le 9 juin, oui, pour la préparation de cette séance, vous avez précisé que vous aviez minoré votre indemnité parce que vous attendiez l'indemnité, vous auriez eu l'indemnité de Lorient Agglomération. Voilà. Je pense que monsieur Le Breton. Alors, le mandat précédent, oui. Hein. Non, vous confondez des mandats. Pour et que pour, comment dirais-je, les conseillers municipaux, vous souhaitiez justement les dédommager de leurs frais de déplacement, ainsi que pour leur travail. Et donc nous aussi, on va se déplacer et donc on va aussi travailler dans le conseil municipal. Donc je voulais simplement préciser ça parce que vous l'avez dit lors de la réunion de préparation. Je pense que l'allusion faite au mandat de l'ACLO était liée au mandat précédent. Et que justement, ça me permettait de baisser cette indemnité de maire compte tenu de l'autre. Je crois que vous vous trompez de mandat, parce à ma connaissance, à part voilà, c'est pas la même chose. Donc, il ne faut pas confondre les périodes. Non, alors, bon, peu importe, en tout cas l'idée. Ce que j'ai évoqué, c'est ça. Voilà. Donc, et ce qui vient de se passer ce soir me met aussi en grande difficulté pour à nouveau se réunir, tous les trois, pour parler sérieusement autour d'une table, et vous voyez que la défiance est bien présente et non pas la confiance. Donc si à chaque mot que je dois dire, en face à face, il faut que j'étudie ou que je prépare par écrit les propos qui seront tenus en votre présence, ça va être... Ah, d'accord. Oui, mais je peux choisir aussi de ne pas vous rencontrer. Voilà, je pense que à la lecture de ce qui se passe ce soir, si c'est effectivement la défiance, ok, je ne parlerai pas des frais de déplacement, Michel, on sait que tu viens de loin. Donc, là-dessus, là, c'est pas, voyez, c'est comme exactement les propos de monsieur Le Boudec. Voilà, Michel a choisi, elle le sait, elle me l'a dit ce soir-là, qu'elle allait prolonger son activité professionnelle comme directrice générale des services dans la commune où elle travaille en région. Parce que, effectivement, comme moi, à un moment donné, il faut des annuités avant de partir en retraite. Mais voilà. Donc, si on est dans ce type de rapport, ça n'a pas de sens. Donc, moi, je comprends ça. Mais à partir du moment où vous utilisez ces moments-là à l'encontre de l'intérêt global, et vous allez à l'encontre d'un travail collaboratif. On n'a pas la confiance. Moi, je n'ai pas la confiance. C'est clair. Et je le dis, donc on assume collectivement, avec la nuance qu'apporte Pascal, et je le comprends, mais avec les moyens que l'on a aujourd'hui, l'arbitrage, il est fait. Voilà. On savait ce soir qu'il y aurait cette question. Voilà. Merci. Donc on va mettre ça aux voix. Qui est contre la répartition des indemnités? Donc on a 7. C'est ça, un 5 et 2, 7. 7 voix contre. Qui s'abstient? 1. Donc les indemnités sont adoptées. On passe à la question des élus droit à la formation, Michel. Alors, considérant que les membres du conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année du mandat pour les élus ayant reçu une délégation, il est rappelé qu'une délibération est prise obligatoirement dans les 3 mois suivant le renouvellement général du conseil municipal sur l'exercice du droit à formation de ses membres. Elle détermine les orientations de la formation et les crédits ouverts à ce titre. Par ailleurs, un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité doit être annexé au compte administratif et donne lieu à un débat annuel. Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune. Le montant
montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20% du même montant. Concernant les formations, sont prises en charge à la condition que l'organisme dispensateur soit agréé par le ministre de l'Intérieur les frais d'enseignement, les frais de déplacement, frais de séjour et de transport, dans les conditions prévues au décret fixant les taux de remboursement en ce qui concerne les dépenses de transport et de restauration, ainsi que la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, dans la limite de 18 jours par élu pour la durée du mandat et d'1,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. Monsieur le maire propose au conseil municipal de travailler les orientations intégrées au futur plan de formation afin de permettre l'acquisition et le développement des connaissances et compétences. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer à 3% par an le plafond du montant prévisionnel des dépenses de formation des élus et de dire que la dépense sera inscrite au chapitre correspondant. Donc nous fixons à 3%, donc c'est dans un écart de 2 à 5% qu'on peut le faire. Donc 3%. Sachez que si ces crédits de formation sont insuffisants, parce qu'il y a une forte demande de la part des élus, on repassera devant le conseil municipal pour modifier éventuellement le pourcentage de participation du plafond que l'on peut atteindre. Mais pour l'instant, en tout cas sur les 6 dernières années, il y a eu beaucoup de formations qui ne sont pas onéreuses parce qu'elles se sont faites en interne avec la collaboration des services ou elles se sont faites à proximité à l'université de Bretagne Sud ou autre. Voilà, donc on va faire, en ce qui nous concerne en tout cas, un plan de formation. Sachez que vous pouvez nous proposer un plan de formation, mais comme l'a dit Michel, sur des organismes agréés par le ministère de l'Intérieur. Voilà. Là-dessus, question particulière? Non. On le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc on vote ce taux à 3% par an. Dernier point, c'est la création du poste de collaborateur, collaboratrice de cabinet. C'est moi, c'est toi? Bon. Donc c'est un emploi qui existe depuis de nombreuses années en mairie d'Hennebeau. Je pense qu'il faut remonter au moins 25-30 ans. Donc d'ailleurs, un des prédécesseurs était avec moi tout à l'heure en tant que pour l'appel du 18 juin, je pense à Denis Pugou, donc qui lui était fonctionnaire territorial. Donc mon souhait, c'est de renouveler, alors là, si je peux parler de confiance, et plus que ça, au sens à Gwen Romanet, la fonction qu'elle avait auparavant comme collaboratrice de cabinet. Donc, intermédiaire entre les deux mandats, elle était sur un poste contractuel, il me semble, enfin, une modalité précaire. Donc c'est de consolider ce poste-là sur les bases habituelles des collaborateurs pour une commune de l'importance d'Hennebeau. Donc c'est un vote qui est contre. Oui, Michel. Je vais m'exprimer. Oui, Michel Lebaille. Par rapport à la campagne des municipales, dans notre programme, nous avions souhaité ne pas maintenir cette fonction de collaborateur de cabinet. Donc on avait fléché nous plus davantage de priorités ailleurs où il y a des nécessités de travail. Et donc du coup on va voter contre. C'est pas nous, la personne en question qui occupe la fonction n'est pas du tout ciblée dans notre position, c'est le poste en lui-même. D'accord. Très bien. Donc je peux l'entendre. Hein. Donc là-dessus, d'autres explications? Non. Donc on a qui est contre 2, qui s'abstient, personne. Donc le poste est adopté. On est au bout de l'heure du jour, sauf qu'il y a une question orale. Donc on va demander à Michel Lebaille de poser sa question orale et puis Yves Guyot répondra sur la méthode. Oui, donc la question concerne la VAP. Il faut savoir que sur Hennebeau, il y a beaucoup de réactions par rapport à ce nouveau document d'urbanisme qui a été acté par la ville. Donc il y a beaucoup de contraintes, notamment dans les périmètres de co-visibilité, les 500 mètres. Et donc, je sais qu'il y a notamment des permis en souffrance. Et puis donc, il y a, lorsque vous aviez présenté ce bordereau, monsieur le maire, vous aviez dit que vous adoptiez ce document d'urbanisme
parce qu'il y avait des remplacements d'architectes assez fréquents qui n'avaient pas forcément toujours le même point de vue et que ce document-là permettait justement d'avoir une base. Et donc, du coup, l'architecte a dû être remplacé. Le document a été écrit, mais il semblerait que les interprétations ne soient pas les mêmes pour la personne qui l'exploite. Et donc, on se heurte à des difficultés et je voulais savoir quels étaient vos pouvoirs par rapport à ça, puisqu'il semblerait que quand vous l'avez adopté, quand le conseil municipal l'a adopté, vous pensiez faire et décider au-delà de la position et du positionnement de l'architecte des bâtiments de France. Yves. En fait, je vais être bref, puisque le règlement intérieur stipule, page 7, que le maire ou l'adjoint y répond à la question orale dans la mesure où il dispose en séance des éléments pour le faire. À défaut, il transmettra une réponse écrite sous l'item à l'auteur de la question. Voilà, c'est une question complexe, on peut vous répondre précisément, donc on répondra par écrit, on fera, si Michel Val accepte, copie à l'ensemble des membres du conseil de la réponse. Voilà. Donc, oui, enfin, bravo Michel, parce qu'à une demi-heure près, la question n'était pas recevable. Vous comprenez qu'on a aussi des difficultés à répondre aux délais. Et puis on se retrouve le 2 juillet. Merci beaucoup, à la prochaine.